Il y a un silence particulier dans une maison où l'on attend un enfant qui ne vient jamais. C'est un silence lourd, épais, qui s'installe dans les coins des pièces vides. Je m'appelle Julien. Avec Élodie, ma femme, nous vivions dans ce silence depuis 3 ans. 3 ans. 36 mois. Plus de 1000 jours à espérer, à calculer des cycles, à prendre des températures, à faire l'amour sur commande, non plus par passion, mais par nécessité biologique. Quand on se marie, on imagine la suite comme dans un film. La maison, le chien, le bébé. Pour nous, la machine s'est enrayée à la dernière étape. Infertilité inexpliquée, disaient les médecins. C'est le terme poli pour dire « on ne sait pas pourquoi, mais vous, Julien, vos soldats sont trop fatigués pour gagner la guerre ». J'ai vu ma femme pleurer chaque mois dans la salle de bain. Je l'ai vu jeter des tests de grossesse négatifs à la poubelle avec une rage qui me glaçait le sang. À chaque échec, je me sentais moins homme. Je me sentais coupable. Je lui volais son rêve de devenir mère. Dans cette tempête, il y avait un phare. Cédric. Cédric, c'est mon frère de cœur. On se connaît depuis le bac à sable. Il était mon témoin de mariage. Il était là à chaque déménagement, à chaque galère. Pendant nos années de lutte pour avoir ce bébé, il a été incroyable. Il venait le week-end pour nous changer les idées. Il nous emmenait au restaurant, il nous faisait rire quand l'ambiance à la maison devenait irrespirable. Je me souviens d'un soir en particulier. J'étais effondré sur la terrasse, une bière à la main, après un énième rendez-vous foiré chez le spécialiste. Cédric m'a posé la main sur l'épaule et m'a dit « T'inquiète pas, Jus. Ça va arriver. Et quand ce gamin sera là, je serai le meilleur parrain du monde. Je vous lâcherai pas. » Je l'ai cru. J'ai vu de la sincérité dans ses yeux. Quel idiot j'étais. Et puis, il y a 6 mois, le miracle s'est produit. C'était un mardi soir. Élodie m'attendait dans le salon. Elle avait posé une petite boîte sur la table basse. À l'intérieur, il y avait un body blanc taille naissance et un test de grossesse. 2 barres roses. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. J'ai pleuré comme un gosse. J'ai serré Élodie si fort que j'ai eu peur de lui faire mal. Elle riait, elle pleurait aussi. C'est notre miracle, Julien, me disait-elle. C'est enfin notre tour. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de bonheur pur. On a annoncé la nouvelle à nos familles. Tout le monde hurlait de joie. Ma mère a commencé à tricoter des chaussons le soir même. Cédric? Il a réagi avec une euphorie qui m'a touché. Il a débouché le champagne, sans alcool pour Élodie, il nous a pris dans ses bras. Il a tout de suite proposé son aide pour transformer le bureau en chambre de bébé. Laisse faire, Jude, me disait-il. T'es pas bricoleur, tu vas te taper sur les doigts. Je m'en occupe, je suis le parrain après tout. Alors je l'ai laissé faire. Je rentrais du travail le soir, et je trouvais Cédric et Élodie en train de peindre les murs en verre d'eau, couverts de peinture, riant aux éclats. Je les regardais depuis le pas de la porte avec un sourire niais, me disant que j'avais la famille la plus parfaite du monde. Je ne voyais pas les regards. Je ne voyais pas la main de Cédric qui s'attardait un peu trop longtemps sur le bas du dos d'Élodie quand il descendait de l'escabeau. Je ne voyais pas qu'Élodie rougissait à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. J'étais aveuglé par mon propre bonheur. J'étais le roi du monde. J'allais être papa. Le réveil a été brutal. Et tout ça à cause de la technologie. C'était il y a une semaine. Ma voiture était au garage pour la révision. J'ai emprunté celle d'Élodie pour aller faire une course rapide. Je monte, je démarre. Son téléphone s'était connecté automatiquement au système Bluetooth la veille et elle avait oublié de désactiver l'option. Je branche mon propre téléphone pour mettre de la musique, mais le système, capricieux, reste verrouillé sur le profil iPhone d'Élodie même s'il n'est pas dans la voiture, car il capte le signal depuis la maison, juste derrière le mur du garage. Je m'apprête à couper la connexion quand une notification apparaît sur l'écran tactile du tableau de bord. Un message WhatsApp. Expéditeur, Cédric. Message, il t'a encore parlé des prénoms hier soir? J'espère qu'il ne veut pas l'appeler Thomas, je déteste ce prénom. C'est mon fils après tout, j'ai mon mot à dire lol. Le temps s'est arrêté. J'ai relu le message 3 fois. C'est mon fils. Lol. Mon cerveau a d'abord cherché une explication rationnelle. C'était une blague.
Une blague de mauvais goût entre amis, c'est tout. Cédric a toujours eu un humour pourri. Mais une sensation de froid intense m'a envahi. Une nausée violente. Mes mains se sont mises à trembler sur le volant. Je n'ai pas démarré la voiture. Je suis resté là, figé, dans le garage sombre. J'ai coupé le contact. Je suis rentré dans la maison. Élodie était sous la douche. J'entendais l'eau couler. Son téléphone était posé sur la table de chevet, en charge. J'ai fait la chose la plus difficile de ma vie. J'ai violé son intimité. J'ai pris le téléphone. Le code. Elle l'avait changé il y a 2 mois. Pour la sécurité, disait-elle. J'ai essayé notre date de mariage. Erreur. Mes doigts ont hésité. Puis, comme guidé par une intuition morbide, j'ai tapé la date de naissance de Cédric. Décembre 2005, le téléphone s'est déverrouillé. À ce moment-là, j'ai su. Avant même de lire quoi que ce soit, j'ai su que ma vie était terminée. J'ai ouvert WhatsApp. La conversation avec Cédric n'était pas archivée. Elle était épinglée tout en haut. J'ai remonté le fil. J'ai lu. J'ai lu des mois de mensonges. J'ai vu des photos de deux, nus, prises dans des hôtels bon marché pendant que j'étais en déplacement professionnel. J'ai lu les messages datant de la période de conception. Élodie, 14 novembre, Julien part à Bordeaux pour son séminaire. Viens à 20 h. J'ai arrêté la pilule comme tu m'as dit. Si ça marche, il croira que c'est son miracle à lui. Il est tellement désespéré qu'il gobera n'importe quoi. Cédric, 14 novembre, j'arrive. On va lui faire ce bébé qu'il n'est pas foutu de faire. J'ai dû courir aux toilettes pour vomir. Littéralement. J'ai vomi mes tripes, ma confiance, mon amour, mes 10 ans d'amitié, mes 3 ans de mariage. Quand je suis revenu dans la chambre, Élodie sortait de la douche, une serviette sur la tête. Elle m'a vu, pâle comme un linge. Ça va mon chéri? Tu as l'air malade. Elle s'est approchée pour me toucher le front. J'ai eu un mouvement de recul instinctif. J'ai prétexté une gastro fulgurante. J'ai menti. Pour la première fois de notre couple, c'est moi qui ai menti. Je vais dormir dans la chambre d'amis, je ne veux pas te refiler mes microbes, surtout avec le bébé. Elle a souri. Tu es si attentionné. Repose-toi bien. Dès qu'elle a eu le dos tourné, j'ai pris une brosse à cheveux qu'elle avait laissée dans la salle de bain d'amis. Il y avait des cheveux dessus. J'ai mis ça dans un sac congélation. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail. J'ai pris la voiture et j'ai roulé 2 heures jusqu'à une clinique privée frontalière qui accepte de faire des tests de paternité express sans le consentement de la mère, tant qu'on paie le prix fort. J'ai donné mon échantillon de salive. J'ai donné ses cheveux. J'ai payé 800 € pour l'option et résultat 48 h chrono. L'attente a été une torture. Je vivais avec eux. Je mangeais avec eux. Cédric est passé le soir même pour manger des pizzas. Je devais le regarder dans les yeux, lui serrer la main, l'écouter parler du match de foot, alors que je savais qu'il baisait ma femme et qu'il avait prévu de me faire élever son bâtard. Le mail est arrivé hier matin. Je l'ai ouvert dans ma voiture, sur le parking du supermarché. Probabilité de paternité, 0,00%. Ce n'était même pas une surprise. C'était une confirmation. Une sentence de mort pour l'homme que j'étais. J'ai pleuré une dernière fois. 5 minutes. Pas plus. J'ai séché mes larmes, j'ai regardé mon visage dans le rétroviseur. Le Julien gentil, le Julien naïf, le Julien qui pardonne, venait de mourir sur ce siège de voiture. Un autre Julien venait de naître. Un Julien froid, calculateur et impitoyable. J'ai regardé la date. Nous étions vendredi. Samedi après-midi, c'est-à-dire demain, c'est la gender reveal party. La fête pour révéler le sexe du bébé. Élodie a invité 60 personnes. Il y a un traiteur. Il y a un DJ. Il y a toute ma famille, toute sa famille, tous nos amis. Le clou du spectacle, c'est à 16 h. 2 énormes canons à fumée posés dans le jardin doivent exploser. Rose pour une fille, bleu pour un garçon. Seule Élodie et l'échographiste connaissent le résultat. Elle veut que ce soit une surprise pour moi aussi. Oh, ça va être une surprise. Mais pas celle qu'elle croit.
Je suis rentré à la maison. J'ai dit à Elodie, je m'occupe de la musique et de l'installation vidéo pour la fête. Je veux que tout soit parfait pour notre famille. Elle m'a embrassé. Tu es un amour. J'ai passé la nuit dernière dans mon bureau. J'ai monté une vidéo. J'ai scanné les captures d'écran. J'ai scanné le test de paternité. J'ai préparé une playlist bien particulière. Et ce matin, à l'aube, je suis allé dans le jardin. J'ai ouvert les canons à fumée. J'ai vidé la poudre bleue. J'ai coupé le mécanisme de mise à feu. Il n'y aura pas de fumée. Il y aura juste la vérité. Projetée sur un écran géant de 4 mètres par 3. Il est 15h55. Les invités sont tous là. Ils ont des coupes de champagne à la main. Cédric est à côté d'Elodie, main sur son épaule, souriant comme le vainqueur qu'il croit être. Ma mère pleure déjà d'émotion. Elodie prend le micro. Attention tout le monde. C'est le moment. Décompte avec nous. Je suis derrière la console du DJ. J'ai le doigt sur la touche entrée de mon ordinateur. Mon cœur ne bat pas vite. Il bat lentement. Très lentement. Comme celui d'un tireur d'élite avant de presser la détente. 10. 9. 8. Scande la foule. Adieu, ma vie d'avant. C'est parti pour le final explosif. La tension est à son comble, le doigt est sur le bouton. 7. 6. 5. Le jardin est une mer de visages souriants, téléphone brandi pour filmer l'événement. Elodie sautille sur place, les mains sur son ventre rond. Cédric est juste derrière elle, jouant le rôle du parrain excité, une main dans la poche, l'autre tenant une bière. 4. 3. 2. Je regarde ma belle-mère au premier rang. Elle pleure déjà de joie. Je regarde mon propre père, qui me fait un clin d'œil fier. Pardon, papa. Pardon pour ce que tu vas voir. 1. Elodie appuie sur le détonateur factice des canons à fumée. Un petit clic ridicule se fait entendre. Rien. Pas de fumée bleue. Pas de fumée rose. Juste le silence soudain de 60 personnes qui ne comprennent pas. Quelqu'un dans la foule crie, « Oh non, c'est en panne !» Elodie rit nerveusement, secoue le détonateur. Ah mince. Petit problème technique. Chérie, tu peux regarder? Elle se tourne vers moi. Je ne bouge pas. Je la regarde droit dans les yeux, mes mains sur la table de mixage. Chérie. C'est à ce moment-là que j'ai appuyé sur le bouton au play. La musique d'ambiance festive s'est arrêtée net. Un silence de mort est tombé sur le jardin. Puis, le projecteur 4K que j'avais loué s'est allumé. Un faisceau de lumière puissant a frappé le mur blanc de notre maison, transformant la façade en écran de cinéma géant. La première image est apparue. C'était une capture d'écran de leur conversation WhatsApp. Celle du 14 novembre. C'était zoomé, immense, impossible à rater. Cédric, on va lui faire ce bébé qu'il n'est pas foutu de faire. Un murmure d'incompréhension a parcouru la foule. Les gens plissaient les yeux, essayant de comprendre si c'était une blague bizarre. Puis, la deuxième image. Une photo. Eux deux. Nus. Dans un lit d'hôtel Ibis. Cédric prenant la photo dans le miroir, Elodie dormant sur son épaule. J'avais flouté les parties intimes, mais leur visage était net, en haute définition. C'est là que le premier cri a retenti. C'était ma belle-mère. Un cri d'horreur pure. Elodie s'est retournée vers l'écran. J'ai vu le moment exact où son âme a quitté son corps. Elle a lâché le micro. Le Larsen a déchiré les tympans de tout le monde. Cédric a blanchi. Il a fait un pas en arrière, comme s'il venait de recevoir une balle dans le ventre. La troisième image est apparue. Le document final. Le logo du laboratoire génétique. Mon nom. Le nom d'Elodie. Et en bas, en rouge vif, surligné, clignotant, probabilité de paternité, 0,00%. J'ai pris le micro de la table de mixage. Ma voix a résonné dans les enceintes, calme, froide. Félicitations, Elodie. C'est un garçon. Et félicitations, Cédric. Tu vas être papa. Ce qui a suivi, je ne peux le décrire que comme une scène de guerre.
Le jardin a explosé. Ma belle-mère s'est évanouie dans les bras de son mari. Mon beau-père, un homme d'habitude calme, est devenu écarlate. Il a foncé sur Cédric. Cédric. Mon frère. Le futur parrain. Il n'a même pas essayé de s'expliquer. Il n'a pas essayé de défendre Élodie. Il a vu le père d'Élodie arriver sur lui, et il a fait la chose la plus lâche que j'ai jamais vue, il a couru. Il a sauté par-dessus la haie du jardin comme un voleur et a disparu dans la rue. Élodie était au sol, à genoux, hurlant. Pas des pleurs de tristesse. Des hurlements de rage pure. Elle me regardait avec une haine que je ne pensais pas humainement possible. Tu as ruiné ma vie. Tu n'es qu'un monstre. Pourquoi tu as fait ça devant tout le monde? Je suis resté derrière ma table de mixage. Intouchable. Ma propre famille me regardait avec un mélange de choc et de terreur. Ma sœur pleurait en serrant ses enfants contre elle. Les invités s'enfuyaient. Personne ne voulait être là. Le traiteur remballait ses petits fours en vitesse. J'ai coupé le projecteur. Le mur est redevenu blanc. Le silence est retombé, brisé seulement par les sanglots hystériques d'Élodie. Je suis descendu de l'estrade. Je suis passé devant elle sans la regarder. Je suis allé voir mon père. Il était assis sur une chaise de jardin, les mains sur le visage. Papa, je suis désolé, j'ai dit. Il a levé la tête. Il avait les larmes aux yeux. Il s'est levé et m'a pris dans ses bras. Ne t'excuse pas, fils. Ne t'excuse jamais d'avoir dit la vérité. J'ai pris mes clés de voiture. J'ai laissé Élodie là, au milieu des décorations bleues et roses, entourée des ruines de son mensonge. J'ai passé les 3 jours suivants à l'hôtel. J'ai éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé, j'avais 150 appels manqués d'Élodie, de ses parents, de Cédric. Je n'ai écouté aucun message. Le lundi matin, j'étais le premier client dans le cabinet d'un avocat spécialisé en divorce. J'ai posé le dossier sur la table, les captures d'écran, le test ADN, les preuves des dépenses que j'avais faites pour un enfant qui n'était pas le mien. L'avocat a sifflé en regardant les pièces. C'est du solide. On va demander le divorce pour faute exclusive, et des dommages et intérêts pour préjudice moral. Je suis retourné à la maison une seule fois, avec des déménageurs, pendant qu'Élodie était chez ses parents. J'ai vidé mon bureau, ma penderie. Je suis entré dans la chambre du bébé. Celle que Cédric avait peinte. J'ai regardé le petit lit à barreaux que j'avais monté. J'ai ressenti une douleur fantôme, le deuil d'un enfant qui n'avait jamais existé. J'ai pris un pot de peinture rouge qui traînait dans le garage, et j'ai écrit en grand sur le mur vert d'eau, « Chambre de Cédric ». Puis j'ai fermé la porte de cette maison pour la dernière fois. Ça fait 1 an aujourd'hui. Le divorce a été prononcé il y a 3 mois. J'ai récupéré ma liberté, et une bonne partie de mes économies qu'elle avait essayé de siphonner. La maison a été vendue, l'argent partagé. Élodie a accouché d'un petit garçon il y a 5 mois. Je ne l'ai jamais vu. Je ne veux pas le voir. Je sais, grâce aux réseaux sociaux, qu'elle vit chez ses parents. Elle poste parfois des photos tristes, parlant de la difficulté d'être une mère célibataire abandonnée. Elle essaie toujours de jouer la victime. Et Cédric? La grande histoire d'amour? Il n'a jamais assumé. Il a déménagé à 500 km dès la semaine suivant la fête. Il envoie une pension alimentaire minimum quand il y pense, mais il n'a jamais rencontré son fils. C'était un lâche en amitié, c'est un lâche en paternité. Quant à moi, je me reconstruis. J'ai vu un psy pendant 6 mois pour gérer la colère, le sentiment d'humiliation, et cette douleur persistante de l'infertilité. Je ne sais pas si je serai père un jour. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'ai appris une chose, la paternité, ce n'est pas juste de l'ADN. C'est de l'honnêteté. C'est de la présence. Parfois, je repense à ce moment où le projecteur s'est allumé. C'était cruel. Oui. C'était probablement la chose la plus violente que j'ai jamais faite. Mais c'était nécessaire. Il fallait brûler le mensonge pour pouvoir repartir sur des bases saines. Je suis seul, mais je suis en paix. Et je préfère une solitude honnête à une famille bâtie sur une trahison. Et vous? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous annulé la fête discrètement? Ou auriez-vous, comme moi, choisi l'option nucléaire devant tout le monde? Dites-le moi en commentaire,
Je suis curieux de savoir si je suis le seul monstre ici. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, et méfiez-vous des amis qui sont un peu trop serviables quand vous êtes absent.